Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture entièrement consacré à mes dernières lectures du PLIB. Je suis vraiment très fière de moi. Au mois de janvier, j'ai réussi à lire 10 livres, je crois. Oui, c'est ça. 10 livres, donc les 5 qui faisaient partie de ma pile à lire, plus 4 sélectionnés du PLIB et un 10e que je ne vais pas mentionner pour des raisons qui ne regardent que moi. Voilà, je suis en train de faire ma 11e lecture, mais aujourd'hui on est le 30. Je suis pas encore arrivée tout à fait à la moitié. Je l'aurai fini, si pas ce soir, demain, c'est sûr. Donc en janvier, il sera bouclé. C'est également un sélectionné du PLIB, mais je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Les 4 romans, je ne les ai pas avec moi pour la simple et bonne raison que sur les 4, il y en a 3 que j'ai lus en version numérique et que le 4e, je l'avais en version papier. Mais comme c'était pas une lecture vraiment géniale, j'ai revendu ce titre. On va d'ailleurs commencer par celui-ci puisque je vais vous présenter ces romans dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Le premier donc c'est Thorngrove de Cécile Guillot aux éditions Lynx. J'ai donné la note de 16 sur 20 à cette lecture. C'était une bonne lecture, mais voilà, j'avais pas forcément envie de conserver le roman pour pouvoir le relire plus tard. Il y a quand même certaines choses qui m'ont dérangée. Dans cette histoire, on va rencontrer une adolescente qui va emménager avec sa mère et sa petite sœur chez sa tante, donc chez la sœur de sa mère, parce que ses parents viennent de se séparer tout simplement, son père ayant refait sa vie avec une autre femme. Elle est assez amère, notre personnage principal, elle en veut énormément à son père de les avoir abandonnés, tout simplement. Et elle a du mal à comprendre que sa mère et que sa sœur puissent s'attacher toujours à cet homme qui, selon elle, les a complètement trahis. Elles vont donc emménager chez la sœur donc de la maman, dans une petite ville qui s'appelle je ne sais plus comment. Et cette petite ville a une légende urbaine qui est liée à Thorngrove, qui est une propriété située dans les bois. Il est dit que à Thorngrove, il y a des siècles, me semble-t-il, vivaient deux sœurs jumelles qui se sont pas entretuées, mais disons que l'une a tué l'autre avant de se suicider. Ça, c'est la légende urbaine qui entoure Thorngrove. À son arrivée à l'école, l'un des professeurs va la mettre en binôme avec un élève qui est assez renfermé et mis à l'écart par ses autres camarades, et ils vont devoir ensemble faire un exposé autour de la ville où ils habitent. Et notre personnage principal, intrigué par cette légende de Thorngrove, va décider que leur exposé sera sur cette légende. Et leur but, c'est d'essayer de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé toutes ces années avant. Je vous laisse découvrir du coup le reste de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, c'était une bonne lecture, donc vraiment je vous invite à la découvrir. Maintenant, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. D'une part, j'ai trouvé que le style de l'autrice n'était pas à mon goût, tout simplement. J'ai pas spécialement apprécié le style de l'autrice. C'était quelque chose de très simple, mais étant donné qu'on était du point de vue du personnage principal, qui est quand même vraiment très rancunier et très amer, vraiment très amer, ça m'a un peu saoulée en fait. Effectivement, je peux comprendre. Moi, j'ai même pas envie d'imaginer me retrouver dans cette situation, donc voilà. Mais je peux comprendre que en pleine adolescence, voir ses parents se séparer, ça peut rendre pas content, pour dire les choses grossièrement. Voilà. Mais au bout d'un moment, ce serait bien qu'on lui mette les points sur les i à cette ado. Finalement, c'est qu'une ado, c'est pas elle qui commande. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée. Après, j'ai beaucoup aimé le côté enquête, du coup, donc le personnage principal avec son camarade qui essaye de trouver des informations, la façon dont ils vont trouver ces informations. Ils vont se rendre sur place aussi à un moment. C'était vachement intéressant. J'ai trouvé que c'était un petit peu angoissant, mais pas suffisamment par rapport à ce qu'on me vendait comme histoire. Je suis triste parce que la couverture était géniale et le résumé vendait vraiment du rêve. Malheureusement, voilà, j'ai pas eu exactement ce que j'attendais. Je n'ai pas apprécié la fin. Voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais sachez que je ne l'ai pas aimé. J'aurais préféré que ça se termine autrement. Voilà, en gros, les raisons qui font que ce n'est qu'un 16 sur 20 et que la note n'est pas plus haute, même si, comme je vous l'ai dit, 16 sur 20, c'est quand même une bonne note pour moi. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, on est sur cette histoire donc de malédiction, pas vraiment de fantôme, mais vraiment sur cette malédiction. Et visiblement, j'ai oublié de vous le préciser, mais apparemment, tous les habitants de la demeure depuis
ce drame ne sont pas restés très longtemps. Apparemment, il y a toujours eu des soucis, donc des accidents aussi. Voilà. Donc, à vous de voir si c'est une histoire qui peut éventuellement vous intéresser. Et je le répète, mais la couverture est vraiment magnifique. Dans l'ordre chronologique toujours, ma prochaine lecture, c'était Vers de lierre de Louise Lebars aux éditions Noir d'Absinthe. Et là, les amis, c'était un coup de cœur, mais alors monumental. J'ai surkiffé cette lecture, c'était magique. On va se retrouver dans, je crois qu'on est en France, il me semble qu'on est en France, on a un écrivain qui a le syndrome de la page blanche. Ça m'a fait un peu étrange de suivre un personnage principal masculin, parce que c'est assez rare au final dans les lectures que je fais. Et là c'était le cas, et un personnage masculin adulte en plus. Donc on a cet écrivain qui a le syndrome de la page blanche, qui a sa grand-mère avec qui il était relativement proche, qui est décédée il y a peu de temps, et qui du coup va profiter de prendre quelques jours de congé pour aller s'occuper des affaires de sa grand-mère après l'enterrement en fait. Il va partir dans sa maison et faire le tri des affaires de sa grand-mère. Il espère que comme ça, peut-être que pendant ces quelques jours de congé, je crois qu'il prend 2 semaines de congé, peut-être qu'il y a l'inspiration qui va lui revenir. Dans le village dans lequel il arrive, qui s'appelle Mondrienne, je crois que c'est ça, le village, il y a une légende. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il y a aussi une légende à Mondrienne, on parle d'un château, qui maintenant est un château en ruine, enfin voilà, il n'y a plus... Voilà, c'est un vieux château, dans lequel on parlerait du ver de lierre. Et donc le ver de lierre serait un genre d'esprit qui viendrait posséder physiquement et mentalement les jeunes filles jusqu'à les rendre folles. C'est une légende qui fait vraiment flipper. Là-bas, c'est très rare que les gens en parlent et c'est de plus en plus rare parce que les gens en parlent tellement peu qu'au fur et à mesure la légende s'est un petit peu perdue. Si vous voulez avoir des informations sur cette légende, il faut vraiment aller chercher les anciens du village et je crois qu'il doit y avoir peut-être un livre ou 2 maximum à la bibliothèque ou dans les archives qui mentionnent cette légende et après la légende est légèrement détournée en fonction des auteurs. Donc on a cet écrivain qui cherche l'inspiration tout en étant bouleversé par la mort de sa grand-mère et qui tombe sur, qui se souvient que sa grand-mère à l'époque lui racontait cette légende, que sa grand-mère lui racontait une histoire, pas spécifiquement cette légende, mais qui lui racontait cette histoire, et en essayant de retrouver l'histoire que sa grand-mère lui racontait, dont il a le souvenir que des derniers mots, il va tomber sur cette légende du ver de lierre. Il va faire la connaissance d'une jeune femme qui est la nièce d'une habitante du village, qui est une vieille dame anglaise veuve, qui est très isolée, qui vit dans un grand manoir avec un grand jardin, et pour qui les habitants du village n'ont pas du tout de sympathie, qui la trouvent vraiment très antipathique, très prout-prout, voilà, les villageois considèrent qu'elle-même se prend pour la reine du monde, la reine d'Angleterre, et voilà. Et du coup, c'est pas quelqu'un avec qui ils ont beaucoup de contacts. Du coup, il la critique beaucoup aussi. L'ambiance petit village, on se méfie des gens qui viennent de l'extérieur. C'est pas toujours le cas, mais c'est retranscrit dans ce roman. Et donc, notre écrivain va faire la connaissance de la nièce de cette vieille dame et va se lier entre deux une relation amicale. Ils vont échanger plusieurs fois autour d'un verre, autour d'un thé, etc. Et je vais m'arrêter là, pour pas vous en dire plus ni trop. Non, ça je vais pas vous le dire non plus, parce qu'il y a un petit élément aussi que je vous ai pas dit, mais je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler. C'était fantastique, le personnage principal et même tous les personnages de cette histoire sont profonds, travaillés. On alterne les chapitres entre notre écrivain et des événements qui se sont passés des siècles auparavant, justement à des périodes où le ver de lierre éventuellement aurait joué un rôle. C'était fantastique. Le style de l'autrice, j'avais l'impression de lire Vincent Tassi en femme. C'est vous dire à quel point c'était fort, quoi. C'était sublime, c'est poétique, c'est gothique, c'est incroyable. Alors j'ai pas le livre sous la main, donc je pourrais même pas vous lire un passage, ce qui est trop dommage du coup. Mais je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'il est hors de question que je vive un jour de plus sans ce livre dans ma bibliothèque. J'exagère puisque j'ai dit que je n'achetais plus de livres, donc il va falloir que j'attende que quelqu'un me l'offre. Ou bien que à Livre Paris,
par exemple. J'ai dit que je pouvais acheter des livres en salon. Donc à Livre Paris, s'il est disponible, je l'achèterai probablement. Bref, voilà, c'était incroyable. L'histoire est géniale. Le fait qu'on alterne les périodes comme ça, c'est fantastique. La fin de ce récit, alors il y a une révélation à la toute fin que j'avais vu venir quand même déjà depuis un bon moment, mais ça m'a pas gâché la lecture. Parce que même si j'avais vu venir le coup, je savais pas encore exactement comment la fin allait se dérouler et j'ai juste adoré en fait. J'ai adoré cette conclusion qui, au final, n'en est pas forcément vraiment une. Et là, vous allez vous dire, oui, mais alors ça veut dire que c'est une fin ouverte et toi, tu détestes les fins ouvertes. Oui, c'est vrai. Mais quand c'est des fins ouvertes qui sont ouvertes comme ça me va. C'est juste parfait. Je trouve que voilà, c'était fantastique. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est idiot parce que j'arrête pas d'utiliser des superlatifs pour vous décrire cette histoire et en fin de compte, je vous en dis pas trop non plus. C'est un récit qui est très très court, vraiment très très court. Foncez, franchement, lisez-le. Allez-y. Vous allez louper quelque chose si vous ne lisez pas ce titre. Et moi j'en suis sûre, c'est obligé, il fera partie de mes 5 finalistes. Ensuite, j'ai lu L'apprentie faucheuse, le premier tome de Rouge Sang et Noir Corbeau de J. Robin aux éditions du Héron d'Argent. Alors je vous l'ai pas dit pour Vers de Lierre, mais c'était un 20 sur 20 bien sûr sur Livre Addict, hein, étant donné que c'était un coup de cœur. Et donc là, pour L'apprentie faucheuse, malheureusement, je ne lui ai mis que 11 sur 20. Ouais, c'est pas une très bonne note. C'est même pas une bonne note. C'est une note très moyenne. Très très moyenne. Pourquoi? D'abord, je vais vous dire de quoi ça parle. On va rencontrer un personnage principal dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus. J'ai beaucoup de mal à mémoriser les prénoms des personnages. Qui meurt au début du roman. Bon, comme ça, c'est fait. Hein, je vous spoile rien. Elle meurt au début du roman et elle est repêchée par la mort pour devenir une petite faucheuse. Et donc elle devient tributaire des âmes des criminels. Et elle a la charge de récolter les âmes des criminels. Dans sa tâche, ce personnage principal est secondé par un deuxième personnage. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'identité de ce personnage pour que vous puissiez le découvrir parce que c'est quand même un élément important du début de l'histoire, on va dire, et j'ai pas forcément envie de vous révéler ce qui se déroule exactement. Ce n'est pas la seule petite faucheuse, elles sont plusieurs, je crois qu'elles sont 6, si je dis pas de bêtises. Elles sont plusieurs petites faucheuses et chaque faucheuse a la responsabilité d'un type d'âme. Il y a une faucheuse pour les âmes pieuses, une faucheuse pour les âmes innocentes, une faucheuse pour les âmes des suicidés. Vous voyez le principe. Chaque faucheuse a une couleur différente. Notre faucheuse, le personnage principal, est la faucheuse rouge, donc tout le monde l'appelle Red Death, la mort rouge, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Voilà. Donc on va suivre un petit peu les aventures de ce personnage et de son compagnon d'armes. Et un beau jour, pendant une cérémonie, le sanctuaire de la mort va être attaqué. Et on va essayer de comprendre pourquoi, qui a attaqué le sanctuaire, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., etc., etc. Donc, c'est toute une aventure autour de ce fameux personnage. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ce serait vous spoiler, parce qu'au final, l'attaque du sanctuaire arrive assez tardivement dans le récit. Donc, pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? D'abord, à cause du style de l'autrice, j'ai trouvé que c'était trop écrit comme on parle, et assez vulgaire au final. Il y a des expressions de langage que moi j'aime pas du tout. Par exemple, quand le personnage principal s'adresse à son compagnon d'armes, elle l'appelle très souvent mon beau. Je déteste, je trouve. Voilà, j'aime pas ce mon beau, je trouve ça. Voilà, ce n'est propre qu'à moi, bien sûr. Hein, chacun appelle son chéri ou son animal de compagnie ou son copain comme il veut. Moi, ça me plaisait pas. Donc, déjà, ça m'a dérangé. Et quand je dis ça m'a dérangé, je parle pas que de ce terme en particulier. Hein. Il y a aussi d'autres expressions qui m'ont beaucoup gênée. Et puis, dans sa globalité, et tout simplement, le personnage principal est insupportable. Elle est insupportable. J'ai pas réussi et j'avais même pas envie de retourner dans l'histoire en fait. J'ai réussi à le terminer.
je voulais quand même aller au bout pour savoir un petit peu ce qui se passait. Au final, on n'a pas le fin mot de l'histoire parce qu'on termine ce tome 1. Nos personnages sont encore en train d'essayer de comprendre ce qui leur arrive, en train d'essayer de comprendre comment remaîtriser la situation. Donc le tome 1 n'a pas de fin en soi. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, il va falloir lire au moins le tome 2. Ce personnage principal, il lui arrive un truc horrible au début. Je vous l'ai dit, elle meurt. Je vous ai pas dit dans quelles circonstances. Je vais pas non plus... Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, en fait, tout simplement. Donc, elle meurt. Et elle s'en remet pas. C'est-à-dire que au tout début du roman, il se passe ce qui doit se passer. Donc, elle meurt, elle est récupérée par la faucheuse, elle devient la petite faucheuse rouge. Et ensuite, on fait un bond de 350 ans en avant pour arriver plus ou moins de nos jours, je dirais. Et 350 ans plus tard, elle en est toujours au même point. Elle n'a toujours pas digéré qu'elle était morte et elle est insupportable. Insupportable. Alors je comprends qu'à l'époque où elle est décédée, c'était une jeune adulte. Je dirais qu'elle devait avoir peut-être 17 ans. Entre 16 et 17 ans. Mais bon, même si tu restes une éternelle adolescente, après 350 ans d'existence, je sais pas, t'as quand même acquis normalement une certaine maturité. Bon, après, je peux pas dire, j'ai pas vécu 350 ans et je pense que personne ne pourra jamais le dire. Mais ça me paraît un minimum logique. Eh ben non. Eh ben non. Et la relation qu'elle entretient avec son compagnon d'armes, je l'appelle comme ça, mais c'est pas le terme qui est employé, mais je l'appelle comme ça parce que déjà je me souviens plus du nom qui est employé pour désigner les créatures qui sont avec elle. Et ensuite parce que je veux pas vous spoiler son identité. Elle le traite mais comme un chien, comme... Non, enfin... Ça fait presque 400 ans qu'ils vivent l'un avec l'autre, tout le temps, tous les jours, ensemble. Et elle le traite comme un moins que rien. Et leur relation n'est basée que sur ça, sur les crasses qui peuvent se faire l'un à l'autre. Et pendant tout le roman, c'est ça. Et ça m'a saoulée, en fait, tout simplement. J'avais pas envie de lire ça. Moi, j'avais envie de lire un truc intéressant sur cette ado, cette jeune adulte-là, qui... bien malgré elle, se retrouve entraînée pour devenir une nouvelle petite mort, tout simplement. Et voilà, suivre un peu ses péripéties. D'ailleurs, ça arrive à 2 moments dans le récit. Au tout début, on assiste à une scène, et un peu plus tard, elles partent en mission à plusieurs pour récolter des âmes. Ça, c'était sympa. Ça, c'était vraiment chouette. Mais tout ce qu'il y a autour, la relation entre le personnage principal et son acolyte, et puis même l'histoire de l'attaque du sanctuaire, là, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. J'avais pas envie de ça, en fait. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai mis 11 sur 20. J'ai quand même mis plus de la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui m'ont plu. Mais voilà, rien que l'histoire de base était intéressante, mais je pense qu'il aurait pas forcément fallu aller aussi loin. Peut-être se contenter pour un premier tome de faire ce que j'ai dit, tout simplement. Les suivre sur plusieurs aventures pour aller récolter des âmes, commencer à apprendre à les connaître, comprendre le fonctionnement hiérarchique de tout cet ensemble par rapport à la mort, et ensuite dans un tome suivant rajouter un événement comme l'attaque du sanctuaire, et là il faut se défendre, il faut faire équipe avec d'autres gens, etc. Ce roman ne m'a pas forcément plu, peut-être qu'il vous plaira à vous, mais je vous préviens quand même, le personnage principal est vraiment tête à claque. C'était incroyable. Alors bien sûr j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, mais je pense que ça n'excuse pas tout, surtout avec les 350 ans qui se sont écoulés depuis. Je pense que vous avez compris mon point de vue. Et le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un presque coup de cœur. Il s'agit du Jardin des âmes, le premier tome des Brumes de Cendrelune de Giorgia Caldera aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre un personnage principal qui vit dans un monde qui semble être le nôtre, mais dans des milliers d'années-lumière. J'exagère au niveau du temps, mais dans très longtemps. Et dans ce monde, les dieux sont descendus sur Terre pour reprendre le pouvoir aux hommes, puisque les hommes ont fait n'importe quoi, tout simplement. Faut dire ce qui est, c'est un petit peu le cas, actuellement, on fait un peu n'importe quoi. Et dans ce monde, les dieux, et notamment le dieu tout-puissant, qui a engendré des enfants qui sont eux-mêmes des dieux, le dieu tout-puissant est également
omniscient, puisqu'il est tout puissant, et il a la capacité d'entendre les pensées de chacun de ses sujets. Il sait tout, il entend tout, il voit tout. À partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'une pensée dissidente, blasphématoire, vous êtes exécuté. Wouhou, sympa. Notre personnage principal va voir sa famille être décimée quand elle était jeune, et pour une raison qui est expliquée au tout début du roman, on commence par ça. Et on la retrouve 4 ans plus tard, notre héroïne, dans une situation pas très très facile, et elle va décider de se rebeller. Elle va dire « fuck le système, j'en ai marre, ce dieu, il m'a privé de ma famille, je vais aller lui couper la tête. » En gros, en très très gros, voilà. Elle a envie de se venger de ce dieu qui, soi-disant, est amour et bienveillant, mais en fait, pas tant que ça. Je vais pas vous en dire plus au niveau de l'histoire parce que j'ai envie que vous la découvriez vous-même. C'est de la très très bonne fantaisie. C'était fantastique. Je m'imaginais dans un Paris complètement revisité, bien sûr, puisque le fameux dieu vit dans une cathédrale. Donc j'imaginais très très bien quelque chose comme Notre-Dame, mais alors en encore plus grandiose, vous voyez le style. C'était fantastique. J'ai adoré tous les personnages. Ils sont tous hyper intéressants. Il n'y a pas de côté manichéen dans les personnages, et ça, j'ai adoré. À part peut-être dans le fameux dieu, là, hein, que lui, forcément, dès le départ, tu l'aimes pas, et jusqu'à la fin, tu l'aimes pas. Alors que d'autres personnages, au départ, tu les aimes pas, et à la fin, tu te dis, en fait, ah, il cachait bien son jeu, celui-là. Donc, j'ai adoré tous les personnages. Le personnage principal est génial, les personnages secondaires sont fantastiques. J'ai trop hâte d'avoir la suite, je veux absolument connaître la suite des aventures de ce personnage principal. Il y a quelque chose qui se passe à la fin du tome 1, je veux absolument savoir si ça va avoir des conséquences pour le tome 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler de ce qui se passe. J'ai trouvé que le style de Georgia Caldera était hyper fluide, pas compliqué. C'est pas de la fantaisie hyper compliquée avec 15 milliards de noms, de trucs techniques où il faut se souvenir de je sais pas combien de trucs. Non, c'est de la fantaisie facile, accessible, mais hyper fluide, très très agréable à lire. L'histoire de base est géniale. Je trouve que à l'époque dans laquelle on vit actuellement, c'est un bon rappel. Ce genre d'histoire en fait qui effectivement s'apparente à de la science-fiction, donc forcément on se dit ouais mais c'est qu'une histoire, ça arrivera jamais. Ben on sait pas en fait. Peut-être qu'un jour, alors je parle pas de Dieu bien sûr, je suis pas là non plus pour extrapoler à mort, mais on sait pas, peut-être qu'un jour il y a une puissance encore plus puissante que celle qui existe actuellement, dont on n'aurait pas connaissance. Pour l'instant les États-Unis sont très puissants, l'Europe est aussi puissante, mais on sait pas, peut-être qu'un jour il y a un soulèvement qui va se faire et que le pouvoir qu'on croit avoir va nous être pris. Faudrait peut-être qu'on se calme, les amis, hein, qu'on essaie de faire les choses un peu mieux, ça pourrait être une bonne idée. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des autrices, en l'occurrence, et des auteurs qui utilisent l'actualité pour la modeler et faire en sorte qu'il y ait une certaine prise de conscience des lecteurs et des auditeurs qui écoutent ou qui regardent les chroniques de ces fameux lecteurs. Donc j'ai trouvé ça génial. La fin était fantastique. Oh purée. Oh purée. J'ai adoré. J'ai adoré. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, elle va le faire, elle va pas le faire, elle va le faire, elle va pas le faire, elle va le faire, elle va pas le faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous dirai pas si elle le fait ou si elle le fait pas, et ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Mais il se passe quelque chose. Je veux absolument avoir la suite pour savoir. Et le tome 2 sera en exclusivité à Livre Paris. Donc j'ai très très hâte d'être au 22, peut-être, mars, pour pouvoir acheter le tome 1 et le tome 2, en espérant que du coup Georgia Caldera sera là pour que je puisse lui faire dédicacer et lui dire combien j'ai adoré son roman. J'ai mis 19 sur 20 à cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, parce que là vous vous dites oui mais t'as dit que c'était un presque coup de cœur, mais t'arrêtes pas de dire que c'était génial et tout. Oui. Le coup de cœur n'a pas eu lieu à cause de ce fameux petit point que j'ai enlevé. J'ai enlevé un point pour l'histoire, tout simplement parce que je vois se profiler quelque chose, j'en suis sûre. Enfin, j'en suis sûre. En tout cas, si finalement ça n'arrive pas, bah, je serais contente. Et peut-être que dans ces cas-là, le tome 2 aura un 20 sur 20. Je vois se profiler quelque chose qui ne me plaît pas.
Pour être clair, parce que sinon vous allez vous dire ouais mais si tu nous dis pas ce que c'est, peut-être que nous ça nous plaira pas non plus et que du coup on n'aura pas du tout envie de découvrir l'histoire. Donc franchement je vous lisez-le. Parce que le petit point que je vais mentionner maintenant, c'est rien au regard de l'univers et de l'histoire qu'a créé l'autrice. Donc, ce que je vois se profiler dans le tome 1, qui peut-être n'aura pas lieu dans le tome 2, suivant la suite donnée à la fin, toute fin de ce tome 1, je pense qu'on va avoir affaire à un triangle amoureux. Et je n'aime pas les triangles amoureux. Les triangles amoureux, ça me gonfle, parce que pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Mais parce que moi, je suis comme ça. Parce que pour moi, tu peux pas aimer de façon identique deux personnes. Tu peux pas hésiter entre l'un, entre l'autre, entre l'un, entre l'autre. Je vous avoue que quand j'ai lu le tome 2, puis le tome 3 de Twilight à l'époque, j'étais assez saoulée. Donc là, je l'ai vu se profiler. Ça n'arrive pas dans le tome 1, je vous le dis. Hein. Il y a un léger côté romance, mais c'est vraiment très très léger. Et j'ai du coup trop hâte de voir ce qui va se dérouler dans le tome 2. Oh là là, c'était tellement bien. Et donc, vous avez sous les yeux, ici, je me confonds toujours, mon 3e finaliste pour le PLIB. Il me semble que la date fatidique pour les votes du PLIB, ça doit être à peu près dans 2 semaines. Aujourd'hui, on est le 30 janvier. Donc, il me reste à peu près 2 semaines pour essayer de lire un maximum de sélectionnés du PLIB pour pouvoir choisir mes 2 derniers finalistes. Je vous rappelle que pour l'instant, les 3 premiers, ce sont donc Les Brumes de Cendre-Lune, Vers de Lierre, et le premier, c'était Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Actuellement, je suis en train de lire Le phare au corbeau de Rosanne Iliano aux éditions Critiques. Pour l'instant, j'aime bien. Ce ne sera pas un coup de cœur. Je sais déjà que ce ne sera pas un coup de cœur. Pour l'instant, j'aime bien. C'est assez angoissant. Je vous avoue que quand je le lis le soir dans mon lit, je suis parfois pas rassurée. Mais j'en suis qu'à 30% à peu près. Donc voilà, je préfère attendre de l'avoir terminé pour vous en parler réellement. Et ce sera du coup un autre sélectionné du PLIB que j'aurai eu la chance de lire. Dans ma pile à lire de février, il y a le roman de Anselme Moschkorn aussi. Donc ce sera le premier que je vais lire en février, je pense. Quitte à enchaîner après quelques sélectionnés du PLIB avant de pouvoir continuer ma pile à lire mensuelle. Et au pire, si vraiment d'ici la date limite pour les votes, je n'ai pas trouvé 2 autres coups de cœur ou 2 autres lectures que j'ai vraiment envie d'inclure dans les finalistes, j'ai fait d'autres lectures très très bonnes pour le PLIB. Et pour l'instant, je pense notamment à L'âme vive d'Ariel Holz et peut-être à Wicca de Marie Aligno. Voilà, donc pour l'instant, provisoirement, ce sont mes 5 finalistes. Si j'en trouve 2 autres qui me plaisent encore plus que Wicca et L'âme vive, je mettrai ces 2-là. Mais pour l'instant, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans vos lectures du PLIB, si jamais vous participez au PLIB, que ce soit en tant que jury ou en tant que pas jury, mais que vous avez quand même envie d'y participer de votre côté. Quels sont les titres que vous avez lus, quels sont les titres que vous avez déjà envie de sélectionner pour être finaliste, et quels sont les titres que je n'ai pas encore lus parmi les sélectionnés, mais que vous avez très envie que je lise, soit pour avoir mon avis, soit parce que vous les avez vous-même adorés. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous avez le lien vers mon compte Utip qui vous permettra de gaspiller quelques petites secondes de votre vie afin que je récolte quelques petits centimes pour acheter du matériel vidéo ou audio de façon à vous proposer des vidéos de bien meilleure qualité. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!